Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel aparté qui portera aujourd'hui sur la rationalisation de l'usage des mails dans notre organisation de travail. Alors, c'est vrai que le mail tient une place prépondérante dans nos outils de communication pro et même de manière exponentielle avec le confinement depuis la mise en place massive du travail à distance. Alors, Julie Siffre et Christelle Dargès vont nous faire découvrir les bonnes pratiques aujourd'hui à adopter avec le projet Zéro Mail Inutile. Je reconnais quelques visages d'habitués aux apartés, dont le teasing de la prochaine ouverture de l'étape n'est plus à démontrer, mais pour autant, avant de lancer nos échanges, je vais vous présenter brièvement l'espace de travail des agents publics. Donc, l'étape, c'est le fruit du travail de la Fabrique RH, qui a travaillé pendant toute une saison, sa saison 3, pour penser avec un panel d'utilisateurs d'administrations diverses, l'étape, cet espace de travail du futur. On a imaginé cet espace avec tous ses aspects clés, c'est-à-dire son environnement, son aménagement, sa programmation, mais aussi les valeurs qu'on voulait insuffler dans cet espace. L'étape, ça va être le premier espace de coworking qui est dédié à tous les agents publics franciliens, quelle que soit la fonction publique de l'entreprise. Il est situé en cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, et nous visons l'accueil de 3 catégories d'agents publics. Les télétravailleurs qui ne souhaitent pas uniquement travailler de chez eux et qui veulent retrouver une communauté de travail et un collectif assez stimulant. On vise également les travailleurs nomades qui veulent s'économiser des temps de transport à rallonge ou entre 2 réunions, puissent avoir un espace où se poser et travailler. Et enfin, parce qu'on aura une grande salle dédiée à l'incubation de projets et à la création, on accueillera également les membres d'équipes projets qui ont besoin justement d'un tiers-lieu neutre et créatif pour avancer sur leur projet. Donc, vous l'aurez compris, l'étape au-delà d'un lieu physique, c'est aussi un tiers-lieu avec une ambition forte, une programmation en distanciel comme les apartés que nous avons lancés depuis fin mai. Et c'est aussi l'idée d'initier et de faciliter des nouveaux modes de travail dans un contexte aussi qui exige beaucoup plus de prise d'initiative, de collaboration et d'agilité. Donc, on vous propose à l'étape une programmation variée autour d'ateliers thématiques, de formation, de retours d'expérience aussi et tout simplement d'échanges. Le contexte sanitaire actuel et qui va en s'améliorant à reporter son ouverture. On vise l'ouverture de l'espace courant septembre 2020, donc juste après les vacances d'été. On sait s'adapter, c'est pour ça qu'on a aussi lancé les apartés et donc on vous propose jusqu'à mi-juillet un aperçu de notre programmation via ces apartés-là. Donc, tous les vendredis à 11h, une conversation avec un ou plusieurs experts sur une thématique qui est liée au nouveau mode de travail. On a souhaité un format intimiste, c'est pour ça qu'on parle d'aparté et non de webinaire. C'est vraiment un échange. Alors, n'hésitez pas à intervenir pendant la présentation de Julie et Christelle. Et l'idée, c'est vraiment de garantir une qualité d'échange libre, sincère. Et puis, voilà, venez vraiment comme vous êtes. Je vais laisser la parole à Marine, qui est notre animatrice d'aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous un bon aparté. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marine Beck et j'anime la Fabrique RH, le laboratoire d'innovation publique qui a été fondé par la préfecture de la région Île-de-France. Alors, Lucie a commencé à en parler. Pourquoi mettre les mails ou le mail au cœur de notre 5e aparté? Tout simplement parce qu'il occupe une place prépondérante dans nos outils de communication professionnelle. Et pourtant, c'est un outil qui est à la fois source de pollution numérique, mais aussi de stress au travail. Et je ne vais pas m'attarder là sur quelques chiffres clés que Julie et Christelle vous détailleront, mais peut-être un seul chiffre. Un cadre est interrompu en moyenne toutes les 2 à 8 minutes par la notification d'un SMS ou d'un mail, alors qu'en moyenne, 1 sur 6 est réellement important. Et ce sujet nous a semblé d'autant plus nécessaire que finalement, avec le confinement et le travail à distance en règle générale, le recours au mail s'est considérablement accru.
notamment parce que finalement beaucoup d'échanges qui étaient auparavant informels se sont formalisés et atterrissent dans nos boîtes mail. Et donc pour ce 5e aparté, nous vous proposons donc de nous interroger sur les usages du mail, comment les rationaliser et en profiter pour questionner notre organisation de travail. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Julie Siffre, qui est conseillère en modernisation, en transformation, pilotage et modernisation à la région Nouvelle-Aquitaine, et Christelle Dargès, qui est conseillère ressources humaines à la plateforme RH de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Julie Siffre a impulsé pour le Lab Zéro à l'époque, qui est le Lab d'innovation publique de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le projet Zéro Mail Inutile. Et Christelle Dargès est ambassadrice Zéro Mail Inutile, et c'est de ce projet qu'elles ont la gentillesse de nous partager les bonnes pratiques et de partager vos réflexions et vos bonnes pratiques à vous, puisqu'on veut vraiment que cet aparté soit très interactif. Voilà, Julie, Christelle, je vous laisse la parole pour entamer une première phase de présentation un peu du projet, de l'expérimentation, de ses résultats. Et ensuite, on pourra échanger tous et toutes collectivement. Merci, Marine. Alors, qui commence, Julie? Alors, bonjour. Moi, je voulais juste voilà, faire le lien avant de commencer. Donc, aujourd'hui, je suis conseillère en transformation et en changement. Et c'est vrai que, à proprement parler, je porte plus le projet Zéro Mail Inutile, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient tout le temps. Et dès qu'on s'intéresse un peu aux organisations et aux modalités d'organisation, on se rend compte que les outils, et notamment le mail, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quand on s'intéresse au mail, on s'intéresse forcément à comment mieux s'organiser ensemble. Voilà, donc c'était juste pour un petit mot et un petit lien à faire avec cette question-là. Très bien. Alors moi, je suis Christelle Dargès, donc je suis conseillère à la plateforme interministérielle d'appui aux ressources humaines à la préfecture de région à Marseille. Alors vous allez me dire, l'Aquitaine rencontre PACA. En fait, c'est parce que Julie, qui est à l'initiative de ce projet, était auparavant à la préfecture de région PACA, donc ma collègue. Donc, et moi, j'interviens beaucoup sur le champ de la qualité de vie au travail. Donc, je vous en reparlerai. J'ai été très intéressée par le projet de Julie quand elle recherchait des ambassadeurs, puisqu'à l'époque, on travaillait, et je vois qu'il y a quelques personnes d'ailleurs avec qui j'ai travaillé sur un site qui s'appelait Santé et bien-être au travail. Et je trouvais que ce sujet allait complètement de fait dans notre thématique. Et je suis également aussi coach professionnel. Donc, je rencontre aussi beaucoup de gens qui vivent assez difficilement avec cette notion-là. Voilà, je peux le dire dès à présent. Du coup, ce projet-là est très intéressant qu'on le partage ensemble parce qu'il va permettre de le relancer, puisque vous l'avez dit, Marine, c'est vrai que dans le confinement, mais même dans le déconfinement, on a reçu énormément de mails. Et donc, c'est vraiment un sujet très préoccupant, si je peux me permettre. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On peut passer la première slide, parce que c'est Marine qui est responsable. Voilà. Alors, le mail, quels enjeux? Vous allez le voir, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 30 mails envoyés par jour, c'est 2 allers-retours Marseille-Bordeaux en voiture. Donc, on voit l'impact sur l'environnement. Premier responsable du stress au travail, hein, quand on reçoit sans cesse des notifications, qu'on se déconcentre, voilà, c'est un impact sur le stress. Quand vous savez que pour une minute de stress, vous allez devoir passer par 3 heures derrière de non-stress pour pouvoir récupérer cette minute de stress, c'est énorme. Un mail sur 6, vraiment important. C'est vrai, on le voit, hein, encore ce matin, j'étais inondée avec des tas de mails qui étaient complètement inutiles, quoi. Et une interruption toutes les 6 minutes qui a vraiment un impact sur la concentration et sur la charge mentale qu'on peut avoir à la fin de la journée.
Donc déjà avec ça, vous voyez bien qu'il y a vraiment un enjeu sur le projet qui a été pensé par Julie. Du coup, sur l'expérimentation Zéro Mail Inutile, donc c'est un projet qu'on a lancé, donc, Marine en a déjà parlé, qu'on a lancé il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, dans le cadre du Fonds d'innovation RH, donc c'était à la préfecture de région PACA. Au sein du SGAR, on avait ce laboratoire d'innovation porté au niveau de la région avec Marc Pommier. Et donc, dans le cadre de ce lab, on poursuivait des objectifs zéro, c'est-à-dire des objectifs ambitieux qui nécessitaient d'être plus innovants dans les pratiques, qui nécessitaient de travailler plus en collaboration et surtout se concentrer sur la fin plutôt que sur les moyens. Donc, on avait travaillé sur des projets de politique publique et on avait envie de lancer quelque chose en interne. Donc, utiliser un peu l'innovation en interne pour apporter du changement. Et donc, on avait réfléchi à quelles problématiques on rencontrait et on est vite venu sur la question du mail. On reçoit beaucoup de mails. Beaucoup de gens disent qu'ils sont overbookés avec ça, que ça génère du stress. Et en même temps, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de formations sur cette question-là, de formations qui sont d'ailleurs très, très pertinentes, hein, ce n'était pas la question, ou même des chartes de mail qui existaient. Et pourtant, on restait avec cette problématique-là du mail qui était très importante. Et donc, du coup, on a essayé de réfléchir dans le cadre du Lab Zéro à ce qu'on pourrait poursuivre et on s'est dit qu'on pourrait évidemment poursuivre la question du zéro mail inutile. Alors, pourquoi pas zéro mail tout court? Eh bien, c'est parce que le mail, comme nous l'a fait remarquer notre collègue de la PFRH, justement, collègue de Christelle, Patrick Vianès, le mail, c'est aussi un formidable outil. En fait, ça a été une révolution dans les techniques de travail, dans l'organisation, de pouvoir avoir ce mail comme gain de temps. Et donc, on s'est dit, en fait, le problème qu'on veut essayer de résoudre, c'est la question du mail inutile. Et donc, c'est subjectif, mais en même temps, comme dans toute organisation, il faut bien avoir de la subjectivité. Et on s'est dit, donc, il faudrait qu'on vise le zéro mail inutile. Donc, c'est l'idéal à atteindre. Et c'est-à-dire qu'on ne se posait pas juste en se disant, il faudrait qu'on améliore la circulation d'informations. Il faudrait vraiment aller être encore plus ambitieux. Comment est-ce qu'on ferait pour être innovant si on voulait atteindre zéro mail inutile? Et bien déjà, dans le cadre du FIRH, c'est ce qu'on a proposé. Il n'y a pas qu'une seule solution pour atteindre le zéro mail inutile. On est obligé de passer par plusieurs types de solutions pour atteindre cet objectif ambitieux et donc expérimenter différentes choses. Et donc, on voulait provoquer le changement des pratiques. Et donc, on s'est dit il faudrait avoir plusieurs démarches. D'une part, plutôt une partie formation-action d'ambassadeurs, dont fait partie Christelle, qui pourraient eux-mêmes porter ce message à l'intérieur de leurs équipes de quelles bonnes pratiques à mettre en place, comment provoquer le changement et qui pourraient aussi du coup avoir, parce que comme je le disais, le mail inutile, il va être différent d'une organisation à l'autre. Donc, il faut des gens en interne qui poussent à connaître, à réfléchir à ce que c'est le mail inutile dans ces équipes-là. Et donc, il fallait des ambassadeurs. Il fallait aussi avoir des outils de communication. Donc, Christelle l'évoquera après, mais vous voyez, vous avez déjà un logo sous les yeux. Il fallait avoir des outils de communication pour interpeller sur ce sujet-là. Si le zéro mail inutile est porté à l'échelle d'une seule structure, ça n'a plus de sens. Ça prend du sens que s'il y a une logique d'archipel, si tout le monde se met à mettre en place des bonnes pratiques, là, ça prend de l'ampleur. Donc, voilà, il fallait aussi penser comment est-ce qu'on contamine sur cette question-là du zéro mail inutile et donner des outils qui soient ludiques, faciles à utiliser et qui donnent envie en fait de changer les pratiques, qu'on ne soit pas sur une démarche un peu culpabilisante. Oh là là, vous êtes vraiment des nuls sur le zéro mail inutile, mais plutôt quelque chose d'un peu dynamique, sympa et qui donne envie. Parce que sinon, le mail, c'est pas le sujet où on se dit, le plus amusant et le plus sexy, si je peux me permettre le terme. Donc voilà, donc le zéro mail inutile, c'était viser un objectif ambitieux et pour améliorer la communication, la circulation d'informations
formation et surtout, voilà, être ambitieux, fixer un objectif zéro. Et donc, du coup, on a commencé une expérimentation sur 3 mois où les agents étaient amenés avaient une demi-journée où ils étaient en formation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils apprenaient des nouvelles pratiques, mais c'est surtout que sur le temps d'après, ils pouvaient revenir avec leur expérience, c'est-à-dire qu'après, ils avaient testé la mise en place de ces nouvelles modalités de travail sur leur lieu de travail, et après, ils revenaient en faisant des retours, en disant qu'est-ce qui avait marché, pas marché, et à partir de ça, on rebondissait et on allait plus ou moins sur certains autres types de formations. Donc, on a commencé avec un noyau dur de 10 ambassadeurs qui nous ont très vite dit, mais il faut qu'on amène ce projet-là à prendre de l'ampleur. Et donc, j'ai oublié de le dire aussi, mais cette expérimentation-là, elle était évaluée. On avait une personne qui allait quantifier l'évolution des pratiques dans le cadre de cette expérimentation, justement pour montrer si les bonnes pratiques amenaient ou pas à un changement dans l'organisation. Et on s'est très vite dit qu'il fallait que ce projet il prenne de l'ampleur. Donc, avec les résultats de l'évaluation que je vais pouvoir vous montrer juste après, on a communiqué sur ça et on a essayé de se dire comment amener de nouvelles personnes à être ambassadeurs. Et là, on a eu différentes approches. D'une part, des ateliers de sensibilisation qu'on a menés dans des administrations en PACA et pas que en PACA. On a formé des nouveaux ambassadeurs. On a développé une petite mallette pédagogique avec à l'intérieur un guide d'animation d'ateliers pour que justement de nouveaux ambassadeurs puissent être autonomes pour mener ces ateliers. Qu'on puisse avoir aussi des vidéos tutos, des fiches tutos de bonnes pratiques à mettre en place, des vidéos, des jeux pour rendre le sujet un peu dynamique. Voilà. Et donc aussi différents outils de com qu'on pourra montrer après. Et c'est comme ça que s'est développé le Zéro Mail Inutile. Et en tout cas, on a essayé de développer le plus d'outils pour se dire que le projet, ce ne soit pas que nous. Le projet, c'est tout le monde. Et le Zéro Mail Inutile, c'est avant tout une posture. Et donc, tout le monde peut se mettre à faire du Zéro Mail Inutile. Et de toute façon, ce projet-là, il devient différent d'une structure à l'autre. Peut-être, donc sur la slide suivante, on peut voir les résultats qu'on avait eus après 3 mois, donc de mettre en place des bonnes pratiques qu'on présentera après, mais c'était désactiver les notifications de son mail et de son mail aussi bien sur l'ordinateur, donc les notifications sur l'ordinateur que sur son smartphone. On avait aussi invité à essayer d'enlever des notifications, même sur son téléphone perso, même si ce n'était pas obligé, mais interpeller aussi que en fait, les notifications sur le mail perso, ça vient déranger dans le cadre professionnel. Donc, le fait aussi de se décharger de ces notifications qui nous embêtent tout le temps. Mettre en place des filtres de mail, aussi bien sur des messages envoyés que reçus. Et aussi questionner sa pratique en général. Chacun a en fait pioché après les bonnes pratiques qu'il voulait mettre en place. En tout cas, sur le global, sur les 10 expérimentateurs de ce Zéro Mail Inutile du début, on a pu étudier un gain de temps de 11% du temps de travail, donc par mois, ce qui est quand même conséquent. On a essayé de quantifier aussi le kilo de CO2, en équivalent kilo de CO2, kilo de fer qu'on avait pu faire avec donc là qu'une seule participante, mais aussi voilà, c'était important de montrer le gain écologique qu'on avait fait en essayant de trier nos boîtes mail, de générer moins de mails, d'en recevoir moins. 86% des agents qui ont démontré que ne plus être joignable dans l'instantanéité, ça favorisait la productivité individuelle et la qualité des réponses. Donc là aussi, on revient un peu sur l'idée qui est de dire mais je suis tout le temps joignable parce que il faut que je puisse donner de la réponse rapidement. Et en fait, beaucoup se sont montrés et qui étaient dans des positions, j'aurais dû le dire aussi, des expérimentateurs qui étaient aussi bien une directrice de cabinet de l'Adréal que
une agent en service, une chargée de mission, qu'une personne qui était pas gestionnaire, c'est pas comme ça qu'on dit à la préfecture, mais secrétaire administrative. Donc, on avait différents types d'agents publics, en fait. Et notamment pour celles qui étaient très connectées, qui recevaient 200 mails par jour et qui étaient en position de direction assez haute, nous disaient, mais finalement, de prendre le temps, de ne plus être joignable dans l'instantanéité, ça favorise la qualité des réponses et la productivité. 70% des agents qui avaient utilisé avec humour le mot addiction. Personnellement, j'en fais totalement partie. Si je ne m'enlève pas les notifications, si je ne me pousse pas à avoir ces bonnes pratiques-là, je suis complètement personnellement dans le type de personnes qui risquent d'avoir une addiction à la notification et au smartphone. C'est pour ça que personnellement, mon téléphone, en tout cas mon téléphone perso entre aussi dans ma pratique professionnelle, donc je l'ai enlevé aussi les notifications de ce téléphone-là. Et voilà, 86% qui disent qu'on a un sentiment de détente et de moins de stress en gérant sa boîte mail et aussi en n'ayant plus, par exemple, le chiffre qui vous dit que vous avez 500 mails non lus, qui ça aussi est un facteur de stress en fait. Et 100% des agents qui allumaient le smartphone pro le week-end qui ont déclaré être beaucoup plus sereins et tout en étant alors qu'on pouvait tout autant les contacter. Là, c'est pareil, c'était plutôt que d'être tout le temps joignable. En fait, on choisit des temps où on est joignable. Pour certains métiers, il semblerait qu'on ne puisse pas être déconnecté le week-end. Et ben, ça peut être juste à un seul moment, 1 heure le dimanche soir avant de reprendre pour éviter le stress du lundi. On va gérer sa boîte mail, mais en tout cas, on a des temps définis pour, et ça, on l'a bien vu aussi dans le cadre du confinement, gérer la partie temps perso, temps pro comme facteur de bien-être et surtout de productivité et de bonne organisation du travail. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et voilà, on voulait aussi vous poser la question à vous sur ces chiffres-là. Donc, c'était une première expérimentation de ce sujet-là. Et comme vous voyez, après, on a essayé d'autres choses et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres bonnes pratiques. Mais est-ce que vous, déjà, vous vous reconnaissez un peu dans ces chiffres-là et dans ce que j'ai pu évoquer là pour le début? Potentiellement, est-ce que vous aussi, vous auriez pu être concerné par l'envie de tester ce type d'expérimentation Alors, moi, je peux peut-être, le temps que certaines personnes décident de réagir, dire aussi que je prends beaucoup de plaisir à raconter cette petite anecdote par rapport à ce que tu disais, d'être toujours, on répond tout de suite aux mails. Je rappelle qu'il n'y a pas encore si longtemps, enfin, je ne sais pas, l'âge des personnes qui sont avec nous, mais on recevait, il n'y avait pas les mails et quand on s'écrivait, il fallait le temps du délai de l'acheminement, du courrier, de la poste, et donc on prenait ce temps. On prenait ce temps. Donc aujourd'hui, c'est bien aussi, quand tu parlais de posture, il nous revient vraiment de se dire, je prends le temps de la réponse. Et c'est vrai qu'on le verra tout à l'heure avec les notifications, c'est vrai que si on les enlève, pour l'avoir, donc puisque moi je suis ambassadrice, pour l'avoir testé, alors je n'étais pas une grande addict, mais pour avoir enlevé toutes les notifications sur les mails au bureau et les mails perso, alors ça m'a valu évidemment, mais tu n'as pas vu mon texto, tu n'as pas vu, non, enfin bon, il n'y avait pas d'urgence non plus. Après, il y a, vous savez, ce délai de 21 jours dont on parle souvent. Je vous jure que c'est super, et ça fait un bien fou. Et du coup, quand mon mari, lui, qui ne l'a pas fait, est un addict, ça me stresse encore. Donc, mais je ne l'ai pas. Alors, il trouve la signature super. Enfin, on vous expliquera ce que c'est la signature après. Mais voilà, ça marche, quoi. Véritablement, ça marche. Et encore une fois, personne ne nous dit il faut répondre, ou alors, sauf si c'est écrit dans un mail, mais personne ne nous dit tu reçois un mail, tu réponds dans la foulée. Donc, si vous coupez la notification et que vous vous dites en fin de journée ou je ne sais pas, je me donne des moments, des plages horaires pour regarder mes mails, je vais vous dire, vous allez être beaucoup plus cool, plus performant dans vos réponses. Voilà, donc moi, pour l'avoir expérimenté, vraiment, ça fonctionne.
Il y a Françoise qui nous dit dans le chat qu'effectivement, c'est assez stressant d'être en permanence sur sa boîte mail. Donc, ça rejoint bien les résultats de l'expérimentation qu'évoquait Julie et que finalement, s'il y a vraiment une urgence, nous dit Flavie, la personne, elle nous appelle directement. Et Flavie posait aussi une question sur le chat en t'interrogeant sur le délai des 21 jours, Christelle, que tu évoquais. Est-ce que c'est le délai généralement habituel pour un cerveau humain pour prendre ou perdre certaines habitudes, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Hein, pour toute forme d'addiction, d'ailleurs, c'est 21 jours où en fait le cerveau se réhabitue sur autre chose. Voilà, donc Je c'est voudrais 21 peut-être jours aussi, non-stop. je voudrais peut-être dire que c'est vrai que le mail, en fait, on s'est aussi rendu compte que c'était sur cette expérimentation-là, c'était vraiment dur de tenir des bonnes pratiques. C'est pas juste de dire ah bah demain je me mets à mettre des filtres de mail et tout ira mieux. Parce qu'en fait, les filtres de mail, ça marche pas au premier coup. Il faut y retourner. Et en fait, quand on revient de vacances et qu'on est de nouveau submergé, ça demande un nouvel effort. Et donc, en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et c'est pour ça que le mail est quand même vraiment particulier dans le changement des pratiques et qu'on a voulu s'attaquer à ça. C'est qu'aussi, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est lié à des pratiques qu'on a depuis toujours. On nous a jamais vraiment appris à gérer le mail. On écrit nos mails un peu comme des notes des fois, alors que c'est pas des notes qu'on fait par mail. On est censé faire circuler une information. Normalement, dans la première phrase de notre mail, on est censé dire ce qu'on attend de la personne qui est en face, alors que des fois, on cherche tout le long. Et c'est aussi pour ça que le mail devient stressant. Donc, il y a aussi une méthodologie pour écrire le mail. C'est d'ailleurs une des bonnes pratiques. Et nous, ce qu'on a identifié aussi comme enjeu, c'est on voulait vite arriver sur l'implication des managers, en fait. Parce que, évidemment, si ça reste quelque chose d'un peu disséminé, quelques agents qui essaient de le faire, on se retrouve très vite submergé si sa hiérarchie, si le management n'a pas pris ça à bras le corps, en fait. Il ne se dit pas, c'est un vrai sujet, le mail, et je veux qu'on arrête ça, je veux montrer l'exemple, et moi-même, je vais en faire moins. C'est vraiment difficile à impulser. Donc, voilà, je voulais dire aussi que le mail, c'est en plus un sujet qui n'est pas du tout anecdotique et qui est difficile, mais voilà, d'autant plus, il doit encore plus être un sujet qui prend de l'ampleur. Ça peut, en fait, cette question-là du zéro mail, elle peut soit être un sujet un peu paillettes. Ah, de temps en temps, on va faire un tri de notre boîte mail. De temps en temps, on va faire ça. C'est sympa, c'est mieux que rien et ça mobilise l'équipe. Soit ça peut vraiment devenir un sujet d'organisation. Si c'est pris par les managers, si ça devient un projet d'équipe, si on se dit tous ensemble qu'on a des objectifs sur le mail, là, ça peut être un vrai sujet et ça peut avoir des vraies conséquences organisationnelles, puisque quand on va se questionner sur réduire le mail, on va questionner la question de la prise de décision hiérarchique, on va questionner qui dans un projet doit être dans le mail ou pas, qui prend la décision. Donc en fait, voilà, ça peut être soit un sujet plutôt sympa et plutôt collectif à mettre en place, soit ça peut devenir un vrai projet d'organe. Flavie, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Julie, pardon, excuse-moi, j'ai mixé, nous dit qu'elle est assez intéressée pour avoir des conseils, des petits tips sur comment bien écrire un mail utile. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez aborder par la suite ou des choses… En tout cas, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que la mallette va être en ligne sur le site de la Fabrique RH. Et à l'intérieur, vous aurez toutes les fiches de bonnes pratiques, dont celle écrire son mail en 3 phrases type qu'il y a dans le mail. En effet, vous aurez aussi des petites vidéos tutos, donc tout ce qu'on va évoquer rapidement parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps ensemble, vous allez pouvoir le tester et il ne faudra pas hésiter à faire des retours, à améliorer ces fiches-là, mais vous aurez tout ça évidemment. Merci beaucoup. Et on vous partagera évidemment le lien sur le site de la Fabrique RH où se trouve désormais la mallette pédagogique du zéro mail inutile. Est-ce qu'on poursuit ou s'il y a d'autres réflexions, n'hésitez pas, d'autres ressentis aussi sur… N'hésitez pas à lever la main, oui? Jean? Oui. Parfait. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Mme Siffre par rapport aux mails qui peuvent être une question d'organisation. Au département de l'Allier,
notamment dans la direction du social, c'est vraiment représentatif. Au niveau des responsabilités, elles sont tellement diffuses qu'un mail va être envoyé à X personnes en sous-couvert parce que voilà, on va avoir peur de prendre une décision et que le chef de service, le directeur, machin, n'est pas au courant et n'a pas pu réagir. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse problématique. Et tout le monde, par ailleurs, se plaint d'avoir un mail en copie qui ne lui sert à rien. Donc voilà, c'était juste un témoignage parce que ça fait partie des mails qui inondent les messageries et en fait, on n'en a pas besoin, quoi. Et la peur… Et alors, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites. Réagir. Pardon. Juste, et aussi l'aspect, la peur de ne pas avoir l'info. Donc, il y a des cadres qui demandent à leurs agents, à chaque fois que vous communiquez, vous me mettez en copie. Et c'est les mêmes personnes qui vont dire « Ouais, j'y arrive pas, le matin, j'ai X mails à traiter, etc. Quand je reviens de vacances, alors là, c'est pas possible. » Et la conséquence, c'est que les vraies informations capitales, souvent, elles sont noyées dans une masse de mails et parfois, on les perd, quoi. On les a pas. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre vraiment la question qui est aussi sur le… Enfin, moi, que je vois souvent aussi dans l'accompagnement au changement, c'est vraiment ce sujet-là de dire, en fait, on est tous d'accord pour dire que c'est un problème. Par contre, après, dans la mise en œuvre, évidemment, et on s'en rend compte, on est confronté à plein de blocages et qui sont vraiment liés à de la culture. C'est pour ça que le mail, c'est un sujet, et le zéro mail inutile, c'est un sujet qui est difficile à mettre en place, où beaucoup de gens doivent s'y impliquer, où il doit y avoir une impulsion, il doit y avoir plusieurs manières, parce que, comme vous le dites, en fait, ça amène vraiment à des changements de culture, en fait, de plus avoir des gens en copie, de savoir si on va bien avoir l'information. On rentre vraiment dans des nouvelles méthodes d'organisation du travail si on pousse le sujet jusqu'au bout. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est un peu l'injonction paradoxale avec ça va pas du tout, mais en même temps, si on change, je me sens pas de changer tout ça. Donc, en effet, on a les deux sujets qui rend le sujet vraiment complexe et intéressant du coup à détricoter, quoi. C'est exactement ce que soulignent Françoise et Louise dans le chat. Du coup, Françoise en disant qu'effectivement, la difficulté, c'est parfois la nécessité d'être informé et de la nécessité d'informer plusieurs personnes quand l'information ne redescend pas, ce qui fait vraiment le lien avec le fait que c'est une question organisationnelle, en fait. Et Louise nous dit effectivement, super intéressant sur cette dimension entre la question de responsabilité et la question des mails qui finalement est un peu plus qu'un outil, ou en tout cas un outil au soutien d'un positionnement dans une hiérarchie et d'une organisation. Là, j'ai vu une question très intéressante de Sarah. Ouais. Julie, je pense que tu seras plus à même de répondre. Alors, pour la lire, je ne sais pas si tout le monde a accès au chat. Donc, Sarah qui nous dit « Techniquement, est-ce possible de trier sa boîte entre être destinataire en action ou en copie des mails ?» De trier donc uniquement, par exemple, quand on est en copie, on met directement dans un type de… Oui, on peut. Ouais. Alors, du coup, ça dépend… ça dépend des boîtes mail, mais donc soit ça s'appelle filtre, soit ça s'appelle différemment. Alors attendez, je les ai plus, soit ça s'appelle règles, et dans les règles on peut mettre pour tous les mails, ou alors soit je suis en copie, ou soit je suis destinataire, ou alors tous les mails dans lesquels vous avez dans l'objet tel mot vont aller dans tel endroit, tel sous-dossier que vous aurez créé. En fait, vous créez des règles comme ça où vous dites le critère numéro 1, mais il y a des fiches, je suis désolée, je ne l'explique pas très bien, et vous aurez aussi la fiche pour faire des filtres avancés et dans lesquels vous pouvez avoir le tri de la boîte mail quand on est destinataire en action, donc comme je le comprends, et juste en copie. A priori, il y a plein de choses possibles dans les règles, ou mettre juste quand il y a un intitulé dans l'objet, ou alors trier les mails qui viennent uniquement d'une personne. Je ne sais pas si c'est son responsable hiérarchique, on veut tous les avoir dans un endroit pour, je ne sais pas, par exemple, aller les voir en priorité, c'est possible aussi. Tout est possible. Alors, tout est possible, mais il faut quand même dire que quand vous faites des filtres ou des règles, ou par exemple, je suis en copie, ça va dans un autre dossier, il faut quand même aller voir. Hein. Ça ne veut pas dire… non, mais bon, exactement.
Parce qu'on peut on peut avoir des loupés quand même, hein, donc il faut faire attention. Au début, voilà, il faut se familiariser avec l'outil. C'est ça, pour éviter que vous nous insultiez après quand vous aurez fait essayer les règles. Voilà. Il faut préciser que, comme toute nouvelle modalité, il y a des ratés. Mais ça arrive quoi qu'on fasse. En fait, une fois, vous allez faire un filtre, vous vous rendirez compte qu'il n'est pas très bon parce que vous aurez raté un mail. Mais en même temps, le gain que vous pouvez avoir après, en ayant bien fait ce filtre, etc., ce sera vraiment… ça vous enlèvera d'un poids, mais il y a des tests à faire et peut-être aussi que tout le monde n'est pas… n'a pas besoin d'avoir ces filtres. Ça dépend aussi de votre pratique parce que moi, je sais que par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui reçoit des centaines de mails. Donc, moi, par exemple, sur ma boîte mail, je vais avoir juste 2 ou 3 filtres. J'en ai pas besoin de plus en fait parce que j'arrive bien à gérer quand mon mail arrive de le recaser. Mais ça dépend vraiment des personnes. C'est ça qui est intéressant avec les bonnes pratiques. Ça dépend de chacun. Alors qu'une personne qui va recevoir par exemple 200 mails, eux, ça faisait quelque chose de complètement différent, de bien travailler leurs filtres, de bien travailler comment après ils allaient pouvoir archiver. Mais c'était pas du tout la même pratique de la boîte mail. Voilà. Je trouve que ça fait bien le lien du coup avec le contenu de la mallette pédagogique. Et si vous voulez, Julie, on enchaîne là-dessus et puis on pourra réouvrir les échanges après. Hop. Alors, donc ça, on l'a traité. On commençait par la vidéo, je crois, Marine. Non ? Oui, voilà, parfait. Ça ne passait plus. Et bien, du coup, je vais vous proposer la petite vidéo. Quand vous allez entendre la vidéo, elle ne vous quittera plus. Et vous allez nous détester. Ah, pardon. Hop. Merci. Voilà la musique qui ne vous quittera pas de la journée. Voilà. Du coup, vous voyez, ça reprend un petit peu ce qu'a évoqué Julie, notamment sur le tri de ses mails, sur les notifications. Moi, je vais vous dire, pour l'avoir vécu personnellement, déjà, sur retirer les notifications, très honnêtement, ça va vous soulager, quoi. Parce que vous n'allez pas être sans cesse en train de vous sentir obligé d'aller consulter le mail qui vient de tomber alors que vous êtes en train de rédiger une note. Et je ne sais plus combien de temps il faut pour se reconcentrer, mais je crois que c'est de 15 à 20 minutes. Donc, c'est énorme sur une journée, vous imaginez bien. Donc cette vidéo, je la trouve très bien faite parce que elle montre bien voilà, un petit peu tous les autres outils de la mallette. Je voyais la signature, c'est-à-dire que quand vous avez le bonheur d'être en plus ambassadeur, vous pouvez même sans être ambassadeur, hein, je crois, Julie, hein, on peut, oui, parce que comme c'était une logique un peu de com, vous aviez le droit le droit de mettre cette signature dans votre mail sans être ambassadeur, mais voilà. Au moins ça interpelle et ça fait qu'il y en aura plus. Exactement. Donc moi je l'ai et c'est vrai que souvent les gens me disent mais c'est quoi, c'est surprenant, donc j'explique un peu et du coup ça fonctionne très très bien. Donc ça c'est un des outils que vous trouverez dans la mallette. Après bien évidemment vous avez la vidéo qui est très parlante et que vous voyez très rapide, très ludique, très sympa comme tu disais Julie. Il y a le guide d'animation pour les ambassadeurs, donc c'est-à-dire que quand vous allez présenter soit à votre équipe, soit en CODIR, soit dans d'autres organisations, c'est très bien fait avec des petites astuces.
voilà, moi, je l'ai relu encore ce matin. On vous dit tout, quoi. C'est-à-dire que, franchement, vous êtes formateur très simplement et très rapidement sur cette thématique. Vous avez aussi le jeu de cartes qui consiste… Alors, nous, à l'époque où Julie était là, on faisait le café du Sgare. Donc, voilà, toutes les 3 semaines, il y avait une personne qui venait présenter ses missions. Et à la fin, Julie, fervente défenseur du zéro mail inutile, arrivait avec son jeu de cartes et on posait, ce sont des questions, hein, d'accord? Et puis vous avez la réponse au dos. Et du coup, ça fonctionne bien. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très simple qui fonctionne très bien, voilà, que tout le monde comprend, avec des aspects très, très ludiques. Et est-ce que, Christelle, je peux raconter une anecdote sur le jeu? Ça me concerne? Non. Non, je voulais juste te dire que le jeu, en fait, au départ, on l'avait fait parce que des ambassadeurs nous disaient, quand je le présente en codir, le problème, c'est que la plupart de mes chefs disent « Ah ouais, non, mais ça, c'est pas du tout mon problème, c'est plutôt le problème des autres, de ma secrétaire, machin et tout ça. » Et donc, on s'est dit, en fait, c'est toujours, en fait, pour s'intéresser à un sujet, il faut être convaincu que ça nous concerne un tout petit peu. Donc, on s'est dit, ce jeu, ça peut être pas mal pour sensibiliser et pour commencer aussi un atelier, mais pas que. Et pour se dire, peut-être que je ne suis pas si parfait que ça, mais dans ce jeu, en fait, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez à un collègue qui vous dirait que sa boîte mail, elle est pleine, qu'il a trop de notifications, qu'il se sent stressé, voilà. Et donc, en fait, en conseillant une autre personne, on peut se rendre compte que soit on n'a pas trop d'idées sur le sujet, et donc, du coup, vous avez des bonnes pratiques dans la mallette où vous pouvez retrouver des techniques. Soit vous avez des idées, mais c'est plus facile de rebondir avec les gens pour, en tout cas, qu'ils s'auto-diagnostiquent entre guillemets. Ou alors, quand ils posent cette question-là, ils disent « Ah oui, mais ça, c'est vrai que c'est moi aussi. Et j'ai pas trop de réponse à ça. » Ou alors, je les mets jamais en place. Et donc, c'était une manière de sensibiliser, d'avoir un jeu tout simple, en fait, où on propose aux gens de dire qu'est-ce qu'ils conseilleraient à leurs collègues qui a un problème. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est absolument pas culpabilisant. C'est-à-dire que quand vous présentez ce dispositif, c'est vrai que chacun a sa part de responsabilité. Il y a ma responsabilité et il y a la responsabilité des autres, mais c'est jamais culpabilisant. Donc ça, c'est plutôt aussi quelque chose d'agréable à présenter, si je puis dire, au-delà du fait que ce soit simple. Et puis, ce qu'on ne voit pas là, c'est aussi ce qu'a présenté aussi Julie, il y a un document qui explique bien avec des captures d'écran selon l'environnement que l'on a, Thunderbird, je ne sais plus quelle autre messagerie, comment justement enlever ces notifications, comment créer des filtres. Donc, c'est vraiment, la mallette, elle est vraiment très complète et très simple. Et puis, il y a aussi, et là, je crois qu'il y avait une question dans ce sens, sur l'utilisation du mail en 3 points, c'est-à-dire on voit trop souvent des mails qui font une page entière. Donc, vous arrivez à la fin, vous ne savez plus quelle était la question, quoi. Donc, ça, je crois que tu en parles un petit peu plus loin, je crois. Hein, Julie? Oui? Voilà, sur la mallette, voilà. Oui, alors justement, on s'est dit que ça pouvait être pas mal avant de continuer les échanges, de lancer des idées de choses à mener. Alors, vous allez voir, on est plutôt dans une démarche d'innovation, c'est-à-dire comment est-ce que je fais mon commencer petit, c'est-à-dire pour innover, pour arriver à un objectif ambitieux. Eh bien, c'est toujours pareil, on dit « Ah, mais il faudrait tout changer, il faudrait que tous les managers… Et en fait, souvent, si on part de trop gros, on n'y arrive jamais. Donc, les démarches d'innovation, c'est d'essayer déjà de se dire comment est-ce que je fais mon commencer petit. Et mon commencer petit, je peux après le développer. Je l'expérimente, je vois si ça marche pas. Et après, je l'adapte. Donc, c'est aussi d'apporter du changement dans l'organisation par des démarches d'innovation. Et donc, par exemple, on s'est dit, il pourrait y avoir une journée par mois de tri des anciens mails. Ça c'est quelque chose d'assez facile. Et alors, peut-être une journée, c'est trop long, mais une demi-journée où on lance un peu le challenge avec ses collègues. Donc là, c'est pareil. C'est la version zéro mail inutile pas non plus hyper ambitieux, mais qui a un côté un peu collectif, ça rejoint des séminaires d'équipe ou autre. Comment est-ce qu'on peut faire du lien ensemble? Et ben, on se lance tous dans une demi-journée de tri de mail. On peut faire un challenge.
de manière individuelle. Et c'est très bête, mais personnellement, ça a marché, de se poser la question de qui est en copie de quel mail. Donc, et ça rejoint aussi la question d'en dessous que j'ai mis, se demander mon mail est utile ou un point téléphonique ou de visu serait plus adapté. Et ça marche vraiment beaucoup si, quand on écrit son mail, à la fin, on se demande alors, qui est en copie de ce mail? Je ne suis pas sûre. Ben alors, c'est peut-être un point à mettre à l'ordre du jour avec ma hiérarchie, avec mon groupe projet, avec mon service, avec mon collègue de bureau. C'est un sujet qui peut devenir à part entière une question de modalité d'organisation et qu'il faut s'inviter à poser si on n'est vraiment pas sûr de qui est en copie du mail, que ça devienne un vrai sujet. Parce que je ne sais pas vous, mais dans beaucoup de projets, on ne se pose jamais la question, mais alors du coup, toi, tu es en copie de quel mail? Finalement, ça peut devenir une question qu'on pose dans n'importe quel projet quand on répartit le qui fait quoi, de savoir aussi qui est en copie de quoi et à quel moment cette personne-là, elle est en copie. Donc, on en revient sur des modalités d'orga. Et se demander si son mail est vraiment utile. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de partir sur un mail ou souvent quand on est un peu en colère, ça nous a un peu tendu de le recevoir, on l'écrit, puis on arrive au bout et on se dit celui-là, il vaut mieux tout l'effacer et se dire est-ce qu'on peut prévoir un point cet après-midi? C'est un mail court, mais c'est un mail utile en fait parce que ça permettra, quand on sent que le sujet est complexe, c'est un sujet qui est certainement pas à traiter par mail et il vaut le coup de faire un petit point. Donc voilà, après avec la technique du mail en 3 phrases, on voit vite en fait si on a à écrire un mail ou pas. Si c'est quelque chose qu'on a mal compris ou autre, ça nécessite certainement un point par téléphone ou de visu et donc d'uniquement mettre un doodle ou mettre un point qui durera 15 minutes par téléphone, ça permet souvent de se relâcher. Et je ne sais pas vous, mais moi je l'ai vu pendant le confinement où on était beaucoup plus sur des modalités de mail ou de chat comme un peu vecteur aussi d'énervement. Et il faut se rappeler que les écrits, ça reste, que en plus, on n'arrive souvent pas à régler les choses. Et moi, je l'ai vu sur des sujets là où finalement, de voir ma collègue, ça nous a permis d'avancer plus vite. Donc, en fait, on aurait pu aussi régler ça par téléphone, mais on n'a pas eu forcément le déclic téléphone ou le déclic point en dehors du mail ou du chat. Donc voilà, l'email en 3 phrases, c'est l'attente, le contexte et les échéances. Dans un premier temps, on dit ce qu'on attend de la personne. Dans un second temps, on rappelle rapidement le contexte parce qu'en fait, notre interlocuteur a lui plus forcément en tête pourquoi je le mobilise. Et les échéances et les délais, on rappelle assez simplement qu'est-ce qui va être attendu et les délais. Parce que c'est important aussi que la personne puisse se projeter, puisse avoir aussi puisse remettre le sujet dans son plan de charge. Ça aussi, ça permet d'enlever du stress. Et ça, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Le 0 pièce jointe dans le 0 mail inutile, c'est aussi de se dire on a maintenant pas mal d'outils collaboratifs, d'outils qui deviennent sécurisés pour éviter de mettre des pièces jointes et de lier le 0 mail inutile avec le 0 pièce jointe. Je pense que c'est intéressant parce que déjà, au sein d'une équipe, on a souvent des espaces partagés. Alors, pas forcément Internet, mais par exemple, on va avoir le serveur. Sur le serveur, on peut mettre des choses et en fait, plutôt que de s'envoyer le document, ce qui arrive quand même souvent, eh ben, on va juste dire à la personne, va sur le serveur à tel endroit. Et donc ça, c'est des pratiques à mettre en place parce que dans beaucoup de services, on ne fait pas ça. On se renvoie à chaque fois la pièce jointe, puis du coup, on a modifié et c'était en fait pas la dernière qu'il y avait. Donc voilà. Et on a aussi maintenant beaucoup d'outils collaboratifs. Alors, soit les services de l'État en mettent en place, mais moi, je vois en collectivité, on a aussi des outils collaboratifs. Alors, ça peut être des plus ou moins avancés, soit c'est juste un espace de partage documentaire, mais où on peut mettre toujours la dernière version du document quand on est dans un groupe projet. Soit on peut avoir des outils tels que Teams ou autres sur lesquels on peut même modifier en même temps un document. Donc, très pratique pour le travail sur des projets.
Et finalement, après, c'est comme tous les outils collaboratifs, il faut aussi réfléchir à la gestion, c'est-à-dire qu'on a un gain écologique, entre guillemets, si on ne le partage pas à plein d'endroits, si on ne partage pas 10 versions du document, donc ça nous amène aussi à faire du tri. Donc, on en revient toujours aux aspects organisationnels. Mais en tout cas, ça peut être un bon moyen de se motiver aussi pour amener du changement que de se demander comment est-ce que je fais pour éviter la pièce jointe. Personnellement, maintenant, je réfléchis toujours 2 à 3 fois à toutes les alternatives de ne pas mettre une pièce jointe, justement pour que mon mail soit le plus utile possible. Donc, je mets voilà, le sujet et hop, le lien, ou alors en lien hypertexte, vous savez, sur le sujet. La personne n'a plus qu'à cliquer et hop, ça la ramène au document. Donc, c'est aussi une facilité pour cette personne-là de trouver l'information. Parce qu'en plus, quand on a plein de pièces jointes, de savoir où est-ce que je dois retrouver ce truc-là, la pièce jointe, elle n'est pas forcément plus facile à utiliser pour la personne qui va être en face et pour qui ça pourra générer du stress. Il y a plein d'autres bonnes pratiques. C'était juste un petit panel de choses qui pourraient être le commencer petit. Et voilà, vous trouverez d'autres choses dans la mallette. Mais, et puis c'est surtout, et on le redit à chaque fois parce que des fois on me dit « Ah, mais c'est juste ça le zéro mail ». Mais en fait, le zéro mail, c'est avant tout soi. On en a tous des bonnes pratiques. Moi, à chaque atelier que j'ai fait, je repartais à chaque fois avec waouh, oui, pourquoi pas essayer de faire ça, essayer de faire ça. Et donc, c'est vraiment un bon moyen d'échanger avec les collègues. Et c'est un bon moyen, en tout cas, de créer du lien et de faire aussi que ce soit des organisations qui soient plus partagées, où on soit dans une démarche beaucoup plus collaborative dans l'amélioration des pratiques. Et le mail, par exemple, c'est un bon moyen de partager des bonnes pratiques et de pouvoir en impulser d'autres. Donc, voilà, le zéro mail inutile tel qu'il est aujourd'hui, c'est avant tout un pied dans la porte et il est vecteur de changement que quand il commence à prendre de l'ampleur et quand on commence à expérimenter plusieurs types de solutions. Merci beaucoup Julie, Christelle pour toutes ces clés. Je vous propose qu'on passe rapidement déjà parce qu'on a un peu débordé sur une phase d'échange. Pour que vous puissiez continuer à poser toutes vos questions, vos réflexions ou ce qu'on mettait dans la slide précédente. Si vous avez testé des choses pendant le confinement, que vous voulez partager pour alimenter cette mallette pédagogique, n'hésitez pas. Ou si enfin, voilà, il y a des choses que vous avez vues ce matin et que vous allez tester dès cet après-midi. Ça peut être aussi un bon moyen de voir ce qui fonctionne rapidement. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez rallumer votre caméra. J'ai vu une question de Françoise sur la question de la preuve, que le mail sert de preuve. Et du coup, ça, on me l'a souvent dit dans l'administration. Et du coup, si c'est une preuve qui est utile, dont on a besoin, ben en fait, ça, c'est un mail utile. Et il faut le maintenir. Quand on a à faire valider quelque chose par sa hiérarchie, ça, c'est un mail utile. Par contre, peut-être que les mails parachutes où on a 1000 personnes en copie, etc., ils ne sont pas toujours très utiles. En tout cas, ils peuvent être questionnés. Mais du coup, c'est encore plus utile de l'évoquer avec sa hiérarchie et avec l'équipe pour savoir de quelles preuves on a besoin. Et dans ce cas-là, en fait, le mail est tout à fait utile. Si c'est une preuve d'un travail qu'on a fait ou une validation, en effet, il n'est pas opportun de le supprimer. Et Françoise nous demandait aussi du coup dans le chat comment faire pour éviter en fait la diffusion d'une note de service en 20 000 exemplaires pour les 20 000 directions ou responsables. Est-ce que là, les outils collaboratifs peuvent être une bonne solution ? Ouais, typiquement, moi, sur ce genre de choses, si vous avez un outil collaboratif interne, ça vaut le coup de demander, si vous avez un service informatique, de leur demander s'ils ont des outils très sécurisés. Sinon, je sais que l'État en développe aussi. Et nous, par exemple, à la région Nouvelle-Aquitaine, on va avoir un développement progressif. Là, c'est encore en expérimentation, mais par exemple de Teams. Et c'est très pratique parce qu'on peut le lier avec OneDrive, donc c'est en ligne. Et en fait, on a juste à partager le lien.
lien. Et donc, on partage à tout le monde le lien. Ceux qui veulent, ils peuvent télécharger, par exemple, la note de service et l'avoir sur leur PC. Et ceux qui en ont pas forcément besoin, ils retrouveront juste la note de service sur ce lien-là. Donc, je trouve que l'outil collaboratif est vraiment très pratique pour diffuser ce genre de choses. Après, et en plus, les outils collaboratifs, on peut les mettre plus ou moins privés. C'est-à-dire que si c'est une note qui est privée, vous pouvez tout à fait gérer les accès et il n'y a pas de problème en termes de sécurité. Flavie nous dit que du coup, elle est assez intéressée par les outils collaboratifs utilisés par les différents services de l'État. Je pense qu'on peut donner quelques noms. On sait que pour les services de l'État déconcentrés, on utilise beaucoup Rezana, qui est désormais c'est une expérimentation de Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, qui a été déployée en Île-de-France, mais aussi dans la région Grand Est et qui est désormais accessible à toutes les préfectures. Les ministères sont souvent plus sur Osmose, qui là aussi était au départ une expérimentation et qui est passée à l'échelle pour accueillir les échanges interministériels. Et sur l'ensemble de ces outils, vous avez ce versionning en fait qu'évoquait Julie, où en fait sur un document, on peut travailler à plusieurs dessus, voir qui a écrit quoi, revenir à des versions précédentes et honnêtement, pour témoigner peut-être nous, au sein de la préfecture de la région Île-de-France, c'est quelque chose qui nous a sauvé la vie pendant le confinement, quand finalement énormément d'agents ont été mis en travail à distance à la fois de manière massive et de manière assez impromptue. Donc, il n'y avait pas beaucoup de services qui étaient préparés à ce genre de mode de travail. Et Rezana nous a sauvé le travail d'équipe et le fait qu'on pouvait, par exemple, difficilement avoir accès au réseau. Donc typiquement, ce genre d'outil nous a été très utile. Il y a Rezana, Osmose et il y en a sans doute d'autres dans les services de l'État, mais c'est les deux qu'on connaît le plus. On a aussi dans le chat une petite réflexion, je pense, sur ce que tu disais, Julie, quand parfois on écrit un mail, parfois un peu énervé, et que finalement on se rend compte, ok, bon. On regrette. Ouais, on regrette. Et c'est vrai que finalement, le mail, comme toute communication par écrit, a parfois tendance à être source de malentendus parce qu'il y a pas mal de choses en termes de communication qui peuvent être interprétées différemment, qui ne correspondent pas forcément à l'intention qu'on avait au départ quand on a écrit le mail, et que l'échange oral est une manière quand même de limiter ce genre de malentendus. Ouais, et je pense que comme sur beaucoup de sujets, ce qui est important, c'est de se mettre aussi et d'essayer c'est bête à dire, mais de se mettre en empathie. Mais ça aussi, c'est des questions vraiment liées à l'organisation. Ouais. Quand on se met un peu en empathie à la place de la personne qui va recevoir ça, on a beau avoir des caractères complètement différents, si on est si on essaye de se mettre à la place d'eux, on peut quand même plus facilement voir la perception qu'il peut y avoir de tout ça. Alors, moi, je dis ça, mais plein de fois, je me manque. Je ne suis pas du tout, je suis pas du tout la meilleure pour ça. Mais en tout cas, on peut se poser la question à chaque fois qu'on envoie le mail de la perception qu'il pourra y avoir, et de faire attention aussi parce que en fait, c'est vite fait dans une équipe de pouvoir mal percevoir les choses, de pouvoir garder du ressenti. En fait, après, ça a des conséquences dans l'organisation de tous les jours, d'où l'importance de faire attention à la manière de s'adresser, à la manière de communiquer avec les autres et d'être du coup en empathie. C'est bête à dire, mais ça rejoint ce que vous disiez. Ouais. C'est vrai d'ailleurs pour un texto, c'est vrai au travail, c'est vrai dans la vie personnelle. Je vois le mail de Sarah, c'est vrai que quand il vaut mieux attendre un peu quand on écrit un mail ou un texto à chaud, et puis voir si après, une fois qu'on est un peu redescendu, si ça vaut la peine ou s'il vaut mieux se déplacer et puis prendre un peu de recul, faire un petit pas de côté. Moi, j'ai envie de dire aussi, évidemment, là, on vous a présenté plusieurs outils. Je suis d'accord avec Julie, quoi. C'est la théorie des petits pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans ce qu'on vous a présenté. Moi, je ne fais pas les filtres spécialement, mais par contre, les notifications, j'y tiens et je m'y tiens. Et même si on dit que alors c'est pas trop dans le travail, c'est vrai dans la famille, mais attends, ça fait 48 heures, je t'ai envoyé un truc que tu n'as pas lu, si c'était urgent, tu m'aurais appelé.
voyez, c'est bon, c'est Il plus peut y, facile il à peut y dire à avoir ses enfants qu'à son patron, mais l'idée, elle est là quand même. Hein. Ouais, il peut y avoir plusieurs niveaux. Enfin, je sais que moi, j'avais déjà parlé du zéro mail inutile à des étudiants et on était et en fait, aujourd'hui, c'est pas une relation au travail du mail, mais ça commence assez tôt en fait cette relation-là au mail. Et par exemple, quand on sur nos boîtes perso, on le voit vite les messages publicitaires qui viennent nous polluer sans arrêt. Et ben du coup, on avait fait le test avec les étudiants de se désabonner chacun de 3 newsletters et on avait compté le nombre de mails qu'on avait supprimé. Et en fait, on était à des milliers de mails pour peut-être 80 étudiants qui étaient là. Et donc, on s'était rendu compte en fait du potentiel qu'on pouvait avoir en se désabonnant systématiquement de messages publicitaires. Mais c'est dur parce que les messages publicitaires, ils reviennent, on s'est désabonné, ça revient. Et donc, c'est vraiment un truc à mener au long cours. Et c'est pour ça de le faire à plusieurs, de le faire avec des amis, de se motiver avec ses enfants. C'est quelque chose voilà, qui peut être vraiment mobilisateur. On essaie ensemble de faire que ce ne soit pas anodin d'avoir 3000 mails dans une boîte mail. Tout à fait. On a encore du temps pour prendre quelques questions. Donc, si vous en avez ou des remarques, ou des réflexions, ou des ressentis, ou des partages de bonnes pratiques que vous avez vous-même mis en place. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole avant qu'on conclue. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que normalement, enfin, si j'ai bien compris, Marine, nos participants vont recevoir le fameux lien où ils vont retrouver la mallette. Osgar Paca, mais ça ne reste pas là. Hein. Si vous avez besoin d'informations ou voilà, si vous voulez organiser, je ne sais pas, une petite formation, une présentation, ben on peut être avec vous si vous avez besoin d'un appui. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire un relais auprès de vos collègues, même de vos amis. Hein. Enfin, je veux dire, plus on va essaimer ces pratiques, plus on va parler de ce sujet et les gens, comme on le disait tout à l'heure, vont prendre un petit peu les outils qui leur correspondent et on va de toute façon faire quelque chose de ça. On le voit bien, il y a déjà des résultats. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, c'est intéressant de pouvoir nous les faire remonter parce que ça va nous permettre encore de continuer de d'essaimer cette pratique qui, je vous dis, en plus correspond vraiment là avec ce qu'on a vécu et ce qu'on pourra revivre. Je l'espère pas tout de suite, mais on sait très bien qu'on revivra des périodes voilà, où on se retrouvera peut-être un peu confiné. Donc, vraiment traiter ce sujet-là le plus largement possible, c'est un vrai enjeu, quoi. Est-ce que du coup, peut-être pour terminer par une question vraiment pratico-pratique, si cet après-midi, j'ai envie de devenir ambassadrice zéro mail inutile, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que l'idée, c'est de mettre la petite signature le logo dans ma signature? Est-ce que c'est adopter l'une des pratiques qui sont détaillées dans la mallette? C'est ça et du coup, ouais, et puis pourquoi pas se lancer aussi et proposer, ça va être la période des séminaires d'équipe, juin-juillet, de proposer à son manager, ah bah tu sais pas ce qu'on fait, t'as pas eu le temps de te préparer, ça te dit pas que je teste de faire une petite sensibilisation sur le zéro mail, faire un petit jeu pour commencer. Pourquoi pas, on peut commencer par un brise-glace, on peut commencer à en parler en équipe. Moi, je l'ai fait plusieurs fois d'utiliser les séminaires d'équipe. Alors, ça n'a pas amené forcément après à des choses, mais ça peut se tester dans le cadre d'un séminaire, de commencer par tester ça grâce au guide. Donc, vous pouvez essayer de voir ce que vous vous sentez de mettre en place ou pas. Donc, le jeu, dans le cadre d'un séminaire, ça peut être une bonne manière de commencer, ou dans un truc d'équipe, on fait un petit café avec les collègues. Vous voyez, dans les cadres du café du SGAR, ça prenait un quart d'heure en fait. Hein. C'est un petit jeu qu'on peut faire en équipe. On peut aussi utiliser l'évaluation de l'expérimentation qu'on avait fait il y a 2 ans. Pourquoi pas la faire passer à son responsable pour dire est-ce que ça te dit pas qu'on teste quelque chose, ou voilà, et pourquoi pas lui faire passer une petite, ou alors avec une petite note, je ne sais pas quelles sont vos pratiques, une petite note qui reprend un peu des sujets comme ça peut être un sujet d'impulsion. Je pense que vraiment, il faut pas hésiter à essayer d'interpeller les managers qui sont souvent en réflexion sur, de plus en plus en tout cas, sur des nouvelles manières de manager, sur comment mieux impliquer les équipes qui ne savent pas tout le temps comment faire.
pourquoi pas commencer avec du zéro mail pour questionner les pratiques et l'organisation. Ça peut être une bonne manière. Et il y a plein d'exemples de gens qui ont testé de reprendre le zéro mail à l'Adréal, dans d'autres services, dans d'autres structures. Donc, ça peut être aussi inspirant de proposer des choses. Puis il y a toute la com interne, des newsletters que vous pouvez. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Hein, vous pouvez donc les biais en fait pour communiquer sur le sujet en envoyant le lien où on peut trouver la mallette. Et on peut tous commencer à désactiver nos notifications avec nos smartphones. Cet après-midi, c'est le challenge. Ouais. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Bon, en tout cas, on sent bien. Est-ce que les appels et les SMS, parce que ça, c'est quand même important. Si vous ratez un appel important, voilà. vous allez nous dire super, bonne pratique, merci beaucoup. Bon, en tout cas, on sent bien que c'est un sujet à la fois collectif, plutôt ludique, en tout cas, la manière dont vous l'avez présenté et vous l'avez conçu, que c'est sur le long terme. On sent que c'est une question, c'est un marathon en fait, le zéro mail inutile. Et du coup, il faut commencer petit, les petits pas, tu disais, Julie. Donc, merci beaucoup pour la présentation de ce projet. Dans le chat, Louise nous dit que maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique dans nos administrations. Et on nous dit aussi que, enfin voilà, quelque part, quelqu'un avait déjà commencé à réfléchir à la gestion de ses mails, notamment dans un souci écologique, et qu'avec ces échanges, elle peut poursuivre à petits pas et sereinement, et qu'elle se sent un peu moins seule. Donc, je pense que l'objectif est rempli pour ce matin. Merci beaucoup, Christelle, Julie, d'avoir été présente ce matin pour nous raconter le projet Zéro Mail Inutile. Merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous ce matin pour échanger sur cette question qui nous semble vraiment super importante et nécessaire. Il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi. Vous dire que nous vous enverrons dans la foulée là un petit questionnaire pour nous permettre de continuer à améliorer la programmation de l'étape, la programmation de ces apartés, mais aussi la programmation en présentiel. On espère aussi pouvoir tenir un petit atelier Zéro Mail Inutile dans les locaux de l'étape. Et vous dire aussi que la programmation des apartés se poursuit et que la semaine prochaine, ça fait le lien avec le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, on abordera l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle en télétravail. Et je pense qu'on l'a tous senti pendant le confinement, les frontières ont été un petit peu déplacées, que ce soit par mail ou sur d'autres choses. Donc voilà, on se réjouit de vous accueillir pour cet aparté la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup la Fabrique RH d'organiser ces temps-là. C'est super. Et merci pour vos retours. On envoie les petits messages. Merci. C'est très gentil, positif. Et donc, voilà, moi, je suis plus sur le projet Zéro Mail, mais avec plaisir pour rééchanger si vous le souhaitez. Très bonne continuation et bon courage pour atteindre le Zéro Mail inutile. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.